pour apprendre l'agriculture et pour pouvoir emprunter un peu d'argent au Crédit Agricole, il fallait que je fasse, disons, preuve de compétence, ce qui est tout à fait normal. Et donc, pour avoir un peu de compétence, je fais ce qu'on appelle une école, qu'on appelle chez nous les maisons familiales rurales. Je suis obligé de couvrir en un an le programme de 3, ce qui veut dire ça, pour obtenir un diplôme qui est nous validé et nous donner crédibilité. Mais comme l'agriculture, ben, ce n'est pas simplement une question théorique, il faut aussi de la pratique. Donc je suis devenu ouvrier agricole, travaillant dans différentes fermes. Et c'est là que je m'aperçois que les méthodes agronomiques qui étaient appliquées faisaient appel à énormément de chimie. La chimie dans le sol, les engrais, la terre fait pousser des plantes qui sont malades, on a recours à des pesticides, et donc on est dans la puissance des tracteurs, la puissance mécanique, qui rentre dans un schéma qui s'appelle effectivement exploitation, parce qu'on n'est plus dans l'idée de faire valoir, comme on dit, on n'est plus dans l'idée d'exploitation, c'est-à-dire produire beaucoup de façon à vendre et à complaire finalement au système. Et c'est ainsi qu'on éradique le paysan, petit à petit il est éradiqué. Déjà la guerre de 14-18 en a éradiqué énormément, donc la civilisation dite paysanne agraire est réduite, et puis finalement c'est le monde industriel qui absorbe un certain nombre de paysans qui vont eux faire le travail de la chaîne, enfin tout ce que vous savez, et puis en même temps, le paysan est éradiqué et remplacé par l'exploitant agricole, c'est-à-dire celui qui exploite, c'est que la vision minière, en quelque sorte, prédomine sur la façon d'aborder la terre vivante. La terre vivante est à exploiter. Arrive là-dessus toute l'idéologie de la productivité en masse, et ça introduit donc une agriculture qui a recours à beaucoup de chevaux vapeur, et puis à beaucoup d'intrants, etc. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, après la guerre, même avant déjà ça avait commencé, mais après la guerre, eh bien, on disposait d'une quantité très importante de nitrates, de phosphore, etc. Et on ne voulait pas arrêter la production de ces substances, puisqu'ils n'étaient plus utiles à la guerre, on les a orientés sur l'agriculture. Et c'est comme ça qu'on a fait une agriculture de prescription d'engrais, etc., et une médecine de prescription de médicaments. Et du coup, tout le passé, c'est-à-dire tout ce qui était dans les traditions, se trouve relégué et remplacé, disons, par une vision qui est une vision de la productivité maximale, de soi-disant l'efficacité, et l'agriculture devient une catastrophe parce qu'on a produit une agriculture qui ne peut pas produire sans détruire. Ne peut pas produire sans détruire, donc destruction des sols par des pratiques agronomiques fortes, trop violentes, les intrants, ce qu'on appelle les intrants chimiques que l'on met dans les engrais que l'on met dans le sol, qui détériorent le sol, suppriment sa vitalité, supprime carrément sa vitalité, c'est-à-dire que le sol est empoisonné, il faut bien dire des choses comme elles sont, parce que la terre ne devient qu'un substrat dans laquelle on met des substances et on fait pousser. Et la terre qui est vivante, donc, est complètement négligée. Alors, tous ces produits que l'on mène, évidemment, non seulement détériorent les sols, mais détériorent les environnements, et il y a aussi l'infiltration de ces substances dans les nappes, entraînées par la pluie, qui pollue les nappes, et on s'aperçoit finalement que ça rentre dans quelque chose d'extrêmement catastrophique. Par ailleurs, donc cette exploitation qui supprime en quelque sorte tout l'aménagement et l'organisation de l'espace que les paysans avaient fait, avec des haies, avec des parcelles protégées, c'était vraiment une véritable chef-d'œuvre que de voir ce que les paysans, ce que la tradition paysanne avait fait de l'espace. C'était quelque chose d'agréable à voir, de beau à voir, et on aboutit à quelque chose qui est nivelé, standardisé,
Et donc, on est dans une agriculture dite industrielle. Voilà. Et à partir de là, se fait une énorme transgression, parce que pour vous expliquer d'une façon assez schématique et rapide ce qui se passe dans un sol, c'est-à-dire qu'un sol est vivant, il y a des vers de terre, il y a des micro-organismes, il y a toutes sortes toute une faune, toute une flore, celle qui est visible, invisible, etc., celle qu'on observe qu'au microscope, qui ne se révèle pas, etc., et tout ça fait ce qu'on appelle le métabolisme du sol. Il est vivant, voilà, il est vivant. Et quand vous mettez vos graines dans ce sol qui est vivant, eh bien, elles vont germer et elles vont donner des plantes auxquelles le sol va transmettre toute l'énergie qu'il a comme substance. Et cette plante, étant sensible, elle est habilitée à recevoir les énergies cosmiques, les énergies du cosmos aussi. Soleil, enfin, etc. Le soleil, c'est incontestable, mais nous, selon nous, et selon particulièrement la biodynamie, il n'y a pas que des substances, il y a aussi de l'énergie, il y a aussi des éléments non visibles, mais qui sont de l'énergie. Et cette énergie est indéniable, puisqu'on la voit, elle se manifeste par des ondes radio, elle se manifeste par beaucoup de choses, on peut véhiculer des choses, donc ça veut dire qu'il y a tout un univers, disons, abstrait dans lequel se joue énormément d'éléments liés donc à la vitalité et à la vie elle-même, concernant la vie elle-même. C'est ce que démontre l'homéopathie pour ceux qui connaissent l'homéopathie et qui en ont utilisé. Vous savez qu'on prend une substance, on la dilue jusqu'à 6-7 fois. Au bout de 4 à 5 fois, elle est déjà la substance qu'on a mis et qu'on a diluée et dynamisée par, la substance disparaît, c'est-à-dire qu'aucun laboratoire ne peut vous dire qu'il y a telle substance. Impossible. Mais quand vous savez que vous pouvez aller jusqu'à des dilutions de 10 000, 500 000, etc., autant dire que la substance, en tant que matière, n'existe pas. Il y a quelque chose qu'on pourra appeler l'esprit, je ne sais pas comment appeler ça, et je peux vous en parler puisque j'ai été traité récemment avec de l'homéopathie à très haute dilution. Je peux vous dire que ça se vous secoue comme c'est pas possible. Donc il existe bien quelque chose qui n'est pas du tout dans l'ordre du visible, dans l'ordre de ce qu'on pourrait appeler la rationalité ordinaire, qui échappe à cette rationalité ordinaire. Quand vous cultivez la terre correctement, eh bien, ces énergies subtiles, la plante peut les capter. Si vous mettez des engrais, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Des effets de ce qu'on appelle des chélations. C'est-à-dire que ces engrais sont préparés pour être solubles et pour avoir un effet osmotique. C'est-à-dire que dès qu'ils sont en présence des racines des plantes, les plantes ne peuvent pas faire autrement que les absorber. Donc, la plante se gorge de ces substances. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un effet de chélation, je ne sais pas comment on dit exactement. C'est-à-dire que tous les microsubstances, les oligo-éléments, etc., ne peuvent plus passer dans la plante puisqu'elle a été forcée d'absorber une quantité tellement énorme de ces substances qu'elle n'a plus la capacité, disons, d'ingérer et donc de se nourrir de ces substances. Donc qu'est-ce qui lui arrive? Elle est carencée. Étant carencée, elle est malade. Et étant malade, eh bien, au lieu de... qu'est-ce que on fait? On va chercher des pesticides. Mais étant malade, avant tout, il y a des champignons, des micro-champignons, ce qu'on appelle des cryptogames, qui vont en quelque sorte altérer la plante, et vous avez l'arrivée des insectes. Et pour nous, l'insecte, c'est pas un ennemi, c'est-à-dire c'est le flic de la nature. S'il voit qu'une plante est carencée, eh bien, elle ne doit pas reproduire, parce que si elle reproduit, elle fait rentrer la vie dans un processus de dégénérescence. Donc pour nous, l'insecte, c'est un symptôme selon lequel il y a quelque chose de déséquilibré au niveau de la plante. Sinon l'insecte n'attaque pas comme ça. Et les cryptogames, champignons, etc., idem, c'est-à-dire ils signalent qu'il y a des équilibres, des pathologies, et que la plante qui est attaquée, normalement, c'est une plante qui ne devrait pas reproduire, parce que sinon elle va faire dégénérer, disons, l'espèce. Donc tous ces éléments-là ne sont pas forcément compris, puisqu'on considère ça, on prend simplement le sol comme un substrat dans lequel on
met des substances et on fait pousser avec ça. Donc on fait pousser des plantes qui sont carencées et qui n'ont pas la capacité de nous transmettre l'énergie suffisante et importante pour notre physiologie, notre propre physiologie. Alors du coup, notre alimentation aujourd'hui est de plus en plus dénaturée et toxique. C'est pour ça que je dis, et ça nous l'absorbons tous les jours, puisque en finale, ces substances arrivent dans notre organisme puisque nous les ingérons. Voilà. Et du coup, tous les jours, avec une alimentation de ce type, eh bien, on prend des micro-substances qui détériorent et qui désorganisent notre organisme même. Et c'est pour ça que je dis souvent, avec cette nourriture-là, quand on se met à table, plutôt que de se souhaiter bon appétit, de se souhaiter bonne chance. Donc on en est à l'aberration totale, c'est-à-dire qu'on fait destruction des sols. Il y a aussi un énorme problème qui est celui des semences. Les semences, 60% des semences que l'humanité depuis 10 à 12 000 ans a domestiquées, transmises de génération en génération, sont en train de disparaître maintenant. Remplacement OGM et compagnie, enfin tout ce qu'on invente comme chimère, comme choses qui n'ont aucun intérêt, qui sont en plus pas reproductibles, non reproductibles, et qui en fait contribuent à une ambiguïté selon laquelle c'est avec ces OGM, organismes génétiquement modifiés, qu'on va finalement éradiquer par exemple la famine et nourrir les gens, alors qu'en fait ces organismes-là ne sont pas reproductibles, donc au contraire on rentre dans le processus de quelque chose qui va affamer l'humanité. Et c'est un attentat grave contre l'humanité, mais bon, c'est considéré, c'est normalisé. Il y a des firmes qui veulent faire du profit, et en voulant faire du profit, finalement, il y a une somnolence du politique, ou même une complicité du politique, et donc là, on est dans une ignorance totale de quelque chose, de cet attentat qui est en train de se faire et qui peut aboutir véritablement à affamer l'humanité. Donc tous ces paramètres-là, destruction des sols, pollution de l'eau, élimination des semences transmissibles, libres et transmissibles, et si vous mettez rien que ces paramètres-là, eh bien vous vous rendez compte que le processus en quelque sorte qui concerne aujourd'hui la problématique alimentaire dans le monde est un processus qui amène l'humanité à une tragédie. Voilà. Alors c'est la raison pour laquelle évidemment, l'agroécologie est une réponse. Une réponse à ces questions-là est une très très bonne réponse. Alors, en partant par exemple de l'agriculture écologique ou biologique, elle repose sur l'observation des phénomènes, c'est-à-dire comment la nature a fait pour finalement se perpétuer. La nature ne nous a pas attendus. Nous sommes, paraît-il, les 3 dernières minutes sur 24 heures, comme je disais tout à l'heure. Elle n'a pas attendu pour modifier la vie, pour s'organiser, pour proliférer, créer des créatures magnifiques, etc. Donc elle ne nous a pas attendu. Et alors, soit nous disons, voilà, avec nos connaissances scientifiques et la rationalité, on va créer un mode d'agriculture qui s'inspire uniquement de nos connaissances, soit en agriculture écologique, on dit mais finalement la nature, comment elle a fait? Comment elle fait? Ben, comment la nature fait? La nature, elle a mis en un processus de sa propre prolongation, de sa propre survie. Et c'est ça qui est extraordinaire. Alors ça revient un peu à la formule de la poésie, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. On peut l'appliquer à cela, puisque tout ce que la nature produit a prévu de le transformer. Tout. Il n'y a rien qui se perd. Donc elle a une capacité de transformer en vie ce qui meurt. Et quand on regarde de près, finalement on constate une chose, c'est que prenez l'exemple de la forêt par exemple. La forêt elle pousse, en automne les arbres deviennent magnifiques avec leur feuillage, et après les floraisons.